Ah, la Coupe du Monde de football, une fête populaire qui fait vibrer des millions de personnes, le stade qui explose à chaque action, l'union sacrée des peuples réunis sous la bannière d'une passion commune. Mais derrière le rideau, la Coupe du Monde a toujours été entourée d'événements bien plus sales. C'est vrai, Lucas. Tu savais qu'un joueur a été tué par balle pour une simple erreur durant un match, mais aussi que certains stades servaient de centre de détention et de torture? Alors non. Par contre, moi, j'ai vu dans mes recherches qu'un match avait carrément déclenché une guerre entre deux pays, mais nous parlerons de tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Parce que des histoires qui entourent l'événement, qui sont totalement hallucinantes, il y en a un paquet, des vraiment sordides. Dès la première Coupe du Monde de 1930 en Uruguay, il y a eu de gros problèmes. Imaginez l'ambiance. Pour la finale, Argentine-Uruguay, l'arbitre belge John Langenus est tellement terrifié par la foule qu'il refuse de siffler le coup d'envoi sans 3 conditions. Une assurance vie, une escorte armée permanente et un bateau prêt à appareiller en urgence juste après le match pour s'enfuir du pays. Et il avait raison. Le match se termine et c'est le chaos total. Les supporters argentins, fous de rage, lapident le consulat uruguayen à Buenos Aires. En représailles, à Montevideo, c'est l'ambassade argentine qui est prise d'assaut. Mais ça, ce n'est rien à côté des histoires qui arrivent. Le football au service des dictatures. Le mondial de 1934. Pour Mussolini, le mondial de 1934 n'a rien d'une simple compétition sportive. Le sport est un outil et il doit servir le duce. Avant chaque match, les joueurs italiens ont l'obligation de faire le salut fasciste. Pas de place pour la contestation. Le plus glaçant, cette mise en scène allait bien plus loin que sur le terrain. Les tribunes étaient vides au début de la compétition. Le sport roi à l'époque, c'était le cyclisme. Alors, le gouvernement a eu l'idée de faire venir pour les matchs de l'équipe nationale des militaires en civil et des membres des jeunes fascistes afin de remplir les gradins, créant un véritable contraste avec les stades vides lors des autres rencontres. C'était la première fois que la FIFA a accepté de transformer le sport en un outil de propagande totale. Jules Rimet, le Français inventeur de la compétition, déclarera impuissant. Durant cette Coupe du Monde de football, le vrai président de la Fédération internationale, c'était Mussolini. Une rumeur tenace parle même d'un télégramme glaçant de ce dernier aux joueurs italiens. Vous gagnez ou vous mourrez. Le régime fasciste ne sera pas le dernier à utiliser le sport à des fins de pure propagande. 2 ans plus tard, Berlin aura ses Jeux Olympiques pour asseoir l'idéologie nazie. Le nettoyage du mondial de 1978. En 1978, l'Argentine est dirigée par une junte militaire et des milliers d'opposants disparaissent dans la nature. Pendant ce temps-là, la Coupe du Monde bat son plein. Le régime a utilisé le budget initialement prévu pour la construction d'hôpitaux, l'éducation ou encore des logements pour construire des autoroutes. Ils ont littéralement coupé les quartiers en deux, déplaçant de force des milliers de familles pauvres vers des zones reculées afin de cacher la pauvreté aux yeux des visiteurs internationaux et des caméras de télévision. Mais ce n'est toujours pas le plus sordide. Pendant que les caméras étaient toutes tournées en direction du stade de River Plate, des centres de torture et d'extermination fonctionnaient à seulement quelques centaines de mètres. Et la FIFA dans tout ça, elle jouait déjà la stratégie de ce qu'on appelle la neutralité coupable. Le président de la FIFA de l'époque entretenait des liens étroits avec la junte militaire argentine et ne cessait de répéter « Le sport ne doit pas être mêlé à la politique ». L'horreur du tournoi de qualification URSS-Chili. Auguste Pinochet, alors général des armées, fait un coup d'État au Chili. Le stade national de Santiago sera réquisitionné en septembre de la même année et utilisé pour enfermer des milliers de personnes qui étaient torturées et tuées. Le Chili promet que tout sera nettoyé pour le match de qualification qui doit avoir lieu en novembre, glaçant. L'URSS, qui devait disputer la rencontre, va tout simplement refuser de s'y rendre en clamant qu'il est indécent de jouer dans un stade qui accueille de telles atrocités. Cette même URSS, qui avait très vivement critiqué le coup d'État de Pinochet, va faire appel à la FIFA pour trouver une solution de délocalisation du match. Une bonne idée, sauf que cette dernière va plutôt opter pour une scène surréaliste digne du cinéma. La délégation envoyée sur place annoncera que le cours de la vie était normal, il y avait beaucoup de voitures et de piétons, les gens avaient l'air heureux et les magasins étaient ouverts. Le match est maintenu, les joueurs de l'URSS ne viendront pas. Les Chiliens entrent sur le terrain, ils engagent, seuls. Remontent la pelouse, se font des passes, puis marquent finalement un but. Le public exulte et les acclame. La FIFA les déclare vainqueurs par forfait, ce qui leur vaudra un score de 2-0. Les joueurs tombés en disgrâce. Jimmy Durmaz, la cible de la haine raciale. Nous sommes en 2018, lors de la Coupe du Monde disputée en Russie. La Suède est un match de poule contre l'Allemagne. Le match est serré, 1-1 à la 95e minute, et c'est à ce moment-là que le joueur suédois d'origine assyrienne commet une faute qui entraînera un coup franc et permettra à l'Allemagne de s'imposer 2-1. Une défaite en match de poule qui n'entraîne pas la disqualification de la Suède. Une déception pour tout le monde, mais rien de très grave puisque l'équipe nationale va continuer son parcours jusqu'en quart de finale. Mais dès le coup de sifflet de fin, ses réseaux sociaux sont inondés de milliers de messages racistes, des menaces de mort contre lui et sa famille malgré une carrière jusque-là exemplaire.
Ses coéquipiers de la sélection nationale vont rapidement réagir et vont faire front commun pour le défendre et le protéger. La presse, elle aussi, va servir de bouclier face à cette haine. Mais si les journalistes aiment pointer du doigt les réseaux sociaux, c'est qu'ils ne regardent pas souvent en arrière. Le cas Beckham, la campagne de haine des journaux. David Beckham, par où commencer? C'est simple, c'est la perfection absolue. Sur et en dehors du terrain, c'est le roi des coups francs, une icône absolue. Oui, on a compris, mais tu sais que Beckham, s'il est adoré du grand public aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. 1998, la France remporte la Coupe du Monde 3-0 face au Brésil, un doublé de la tête par Zizou et... Oui, pardon. C'est durant cette Coupe du Monde légendaire qu'un match va tout changer pour Beckham. Lors du 8e de finale face à l'Argentine, après avoir été bousculé par Diego Simeone, Beckham craque et a un geste d'humeur en lui mettant un léger coup de pied. Expulsé, il devient instantanément l'ennemi public numéro 1 en Angleterre, désigné coupable de l'élimination de son pays. Les tabloïds orchestrent une véritable campagne de haine, des représentations de lui pendu à des échafaudages sont visibles dans les rues et des poupées brûlées à son effigie sont largement relayées par les médias. Et si ça ne suffisait pas, sa famille reçoit des lettres contenant des balles de pistolet. Il doit alors se barricader chez lui et dormir contre la porte par peur d'un enlèvement ou d'une intrusion. Les passants l'insultent, lui crachent dessus. Bref, il aura fallu plusieurs années à David Beckham pour redorer son image. Heureusement pour lui, l'histoire se finit bien, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Andrés Escobar, mort pour une erreur. En 1994, la Colombie est un des outsiders du tournoi. Mais lors du match contre les États-Unis, le défenseur Andrés Escobar va faire une erreur qui lui sera fatale. 0-0 à la 35e minute. Andrés Escobar tente d'intercepter un centre, mais va malencontreusement dévier le ballon dans ses propres filets. Le match se termine sur un score de 2-1 en faveur des États-Unis. Quelques jours après son retour en Colombie, Escobar est abattu sur le parking d'une discothèque à Medellín. Selon le témoignage, le tueur aurait crié « Goal » après chaque coup de feu. Ces crimes ne seraient qu'un prétexte pour justifier le crime qui est souvent associé à la déception des cartels de la drogue qui avaient investi des sommes colossales en pariant sur la sélection. Le coût humain moins important que le sport. Tout le monde a entendu parler des conditions de travail au Qatar, et si le terme esclavagisme n'était pas utilisé, on a tout de même parlé de travail forcé. Mais ce n'était pas la première fois que la FIFA fermait les yeux sur des pratiques inhumaines pour que sa compétition soit menée à bien. La plus belle Coupe du Monde des morts, Mexique 1970. D'ailleurs, on l'appelait jusque-là la Coupe Jules Rimet, du nom de son inventeur français, et cet événement sera la dernière édition avant de se renommer Coupe du Monde. Oui, et si l'on s'en souvient aujourd'hui comme l'une des plus belles histoires avec la victoire de Pelé du Brésil, elle a pourtant été largement entachée d'histoires horribles. Pour construire les routes et moderniser les accès au stade, le gouvernement a eu recours à des méthodes de travail brutales. Pour tenir les délais impossibles, les conditions de sécurité étaient inexistantes, menant à un nombre de décès sur les chantiers totalement étouffé par la censure d'État. À cette époque, le gouvernement mexicain exerçait un contrôle total sur les médias, occultant les conditions de travail réelles pour préserver l'image de modernité du pays. Pourtant, cette Coupe du Monde entraînera encore plus de morts. Quelques jours après un match de barrage opposant le Salvador au Honduras, le 14 juillet 1969, c'est carrément l'armée salvadorienne qui lancera une offensive contre le Honduras. Cette guerre, directement déclenchée par la rivalité sportive, durera une centaine d'heures et fera plus de 3000 morts. Le nettoyage social. Ne bougeons pas, mais faisons un petit saut dans le temps. En 1986, le Mexique accueille à nouveau le mondial. Le problème cette fois, c'est que la ville de Mexico n'est pas au niveau des standards de la FIFA. Alors, pour rassurer les visiteurs étrangers et masquer la misère économique, la ville a connu une opération de nettoyage. La police a mené des campagnes d'expulsion forcée et de déplacement des populations marginalisées, des sans-abri et des travailleurs informels hors des zones touristiques et des abords du stade. C'est marrant, ça me rappelle un événement qui a lieu beaucoup plus récemment et plus proche de chez nous. Les VIP avant les habitants. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Vous vous rappelez sûrement des vuvuzelas qui cassaient les oreilles, de la chanson de Shakira Waka Waka qui tournait en boucle, ou encore des bleus qui restaient dans le bus. En tout cas, c'est l'histoire officielle. Parce qu'en coulisses, la FIFA a mis en place un plan tellement dystopique qu'on dirait le scénario d'un mauvais film de science-fiction. Décidément, on va finir par croire que la FIFA est meilleure qu'Hollywood. C'est pas faux, mais bref. En 2010, la FIFA a posé ses conditions sanitaires en créant une bulle de sécurité absolue pour sa famille. Leurs exigences étaient simples. Si un VIP de la FIFA a un petit bobo, une indigestion ou une entorse au poignet à cause d'un bouchon de champagne récalcitrant, il faut le top du top immédiatement. Et pour ça, le règlement de la FIFA est clair. 50% des lits d'hôpitaux doivent être libres au cas où. Imaginez que des médecins ont dû virer des patients de long séjour, des gens gravement malades, pour libérer de la place. Dans un pays qui traversait une crise sanitaire majeure, la FIFA a tout simplement décidé que la vie d'un officiel valait plus que celle de centaines de patients sud-africains.
normal. Les scandales entourant la Coupe du Monde et la FIFA ne sont pas prêts de s'arrêter. Les soupçons de corruption sont de plus en plus présents et ce n'est pas Gianni Infantino qui pourra dire le contraire. Mais au-delà de toute cette noirceur, nous avons envie de continuer à nous enflammer car une Coupe du Monde, c'est aussi le dépassement de soi, la justice qui arrive à prévaloir sur les magouilles, la communion d'un pays vainqueur, la preuve que les différences peuvent faire naître des exploits. Alors ne fermons pas les yeux mais profitons aussi des beaux moments de sport, de résilience et de solidarité. Allez le sport, allez les Bleus!